Bonjour pour cette 54e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à la Russie. Pour bien comprendre les causes de la guerre d'invasion actuelle, il faut revenir sur l'histoire et les racines du conflit. Comment s'est constitué l'Empire russe? Quels sont les liens qui le lient avec l'Ukraine et la nation cosaque? Ce conflit symbolise le nouvel ordre mondial que nous voyons se mettre en place sous nos yeux. L'Ukraine va gagner cette guerre. La question est, que ferons-nous de cette victoire? Quel rôle peut jouer la France et l'Europe dans cette gigantesque partie d'échec mondial? Le mot russe tire son étymologie de la langue finnoise. En effet, ce sont les Vikings qui ont d'abord créé Novgorod, puis Kiev. Navigateurs et marchands, ils se sont lancés sur les mers, mais aussi sur les fleuves Volkhov et Dniepr pour rejoindre Byzance au IXe siècle. Oleg le Sage crée un royaume, la Russe de Kiev, considéré comme l'origine de l'Ukraine et de la Russie. Kiev est la capitale de ce territoire. À la fin du Xe siècle, Vladimir le Grand adopte le christianisme orthodoxe et se rapproche de l'Empire byzantin. Mais entre 1237 et 1242, les Mongols de la Horde d'Or submergent les grandes plaines centrales de ce territoire. La Russe de Kiev disparaît. Dans la deuxième partie du XIIIe siècle, va se constituer le peuple cosaque. Ses origines sont multiples. Elles amalgament les descendants des Vikings, des Slaves et des Tartares aux origines mongoles. Sans pouvoir central, ils s'autogèrent à travers des assemblées, les Radas. Au cours de celles-ci, ils élisent leur chef et gèrent leurs conflits. Ils vont devenir des guerriers servant comme mercenaires dans les différents empires qui les entourent. Ils occupent les territoires actuels de l'Ukraine et de la Biélorussie. Au XVe siècle, la Horde d'Or décline et la principauté de Moscou monte en puissance. En 1480, Ivan III proclame son indépendance. Son fils, Ivan IV le Terrible, est considéré comme le fondateur de l'Empire russe. En 1547, il se fait couronner tsar, qui vient du mot César. Il veut faire de Moscou la troisième Rome. Il organise l'armée et fortifie les villes. Il conquiert de vastes territoires vers le sud. Il autorise la famille Strogoff à coloniser les terres de l'Est pour le commerce. Ce sont les Cosaques qui vont se charger de la conquête militaire de ces vastes territoires, de la Sibérie jusqu'à l'océan Pacifique. Après une période de troubles dynastiques, les Ryukides disparaissent. En 1613, les Romanov arrivent au pouvoir. Sous le tsar Alexis Ier est signé avec les Cosaques le traité de Pereslava. Nous sommes en 1654. Il prévoit une protection de l'Empire russe pour les Cosaques. Leurs territoires sont finalement annexés et intégrés à l'Empire. Au cours des siècles, les Cosaques seront les troupes d'élite de l'armée russe et ensuite de l'armée rouge. Cette situation perdurera jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Pierre le Grand va vouloir faire de la Russie une grande puissance européenne. Il va entreprendre de nombreuses réformes. Les accès à la mer sont l'un de ses objectifs principaux. Il crée la marine impériale et crée Saint-Pétersbourg pour avoir un accès sur la mer Baltique. Au sud, il prend pied sur la mer d'Azov. Lors d'un voyage en Europe entre 1697 et 1698, Louis XIV refuse de le recevoir. En 1717, le régent Philippe sera plus respectueux en lui faisant les honneurs de Versailles. La grande Catherine, princesse allemande, devient impératrice. Elle essaiera vainement de moderniser son pays. L'esprit d'indépendance des Cosaques reste vivace.
Il se révolte, mais Catherine les bat en 1778. Elle supprime définitivement leur Stitch, ce système de semi-indépendance politique. Elle va poursuivre l'expansion de l'Empire au sud. Cette politique prend le nom de projet grec. Il s'agit de faire de la mer Noire une mer russe et d'atteindre la Méditerranée. Elle s'arrêtera sur les rives du Danube. Elle rattache pour la première fois la péninsule de Crimée à l'Empire, en l'annexant en 1783. Elle crée les villes de Sébastopol, Mélitopol et Odessa, des noms aux racines grecques et latines. C'est une grande protectrice des arts, elle invite les philosophes français, mais tous refusent de faire le voyage. Elle entretiendra pourtant avec eux une relation épistolaire très longue. Le XIXe siècle sera marqué par deux grands conflits militaires. Le premier, la campagne de Russie de Napoléon en 1912. Elle verra la retraite de la Grande Armée. Les cavaliers cosaques joueront un rôle majeur dans la défaite française. Le grand romancier Tolstoï immortalisera cette épopée avec son chef-d'œuvre Guerre et paix. La Seconde Guerre est la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. Après les guerres napoléoniennes, en effet, l'Empire entame une nouvelle phase de conquête vers le sud et le Caucase. Nicolas Ier reprend l'idée de la Grande Catherine avec son projet grec. Face à la puissance militaire russe, l'Empire ottoman est à la peine. Pendant tout ce siècle, la culture et l'identité ukrainienne vont se renforcer. Le grand écrivain Nicolas Gogol l'illustre dans son chef-d'œuvre Taras Bulba, paru en 1835. Le XXe siècle voit l'effondrement de l'empire des Romanov avec la révolution soviétique de 1917. L'URSS s'y substitue, mais cela ne change rien à la politique d'expansion des Russes. Les Ukrainiens en profitent pourtant pour déclarer leur indépendance en créant une éphémère république entre 1919 et 1921. Une résistance de 10 ans s'ensuivra. Le nouveau tsar russe, Staline, ne leur pardonnera jamais. En 1932 et 1933, il déclenche l'Holodomor, l'extermination par la famine. Elle causera la mort de 5 millions d'Ukrainiens. Staline martyrise sans ménagement les autres peuples de l'Empire. La liste de ces méfaits est sans fin. Extermination de masse, déportation, travail forcé et purge à répétition. En 1944, la Crimée subit aussi le joug de Staline. Il déporte sans ménagement 300 000 Tartares, dont la grande majorité mourra dans les goulags. C'est le système de travail pénitentiaire qui symbolise ce système. Il sera décrit de façon magistrale par Alexandre Solzhenitsyn dans son chef-d'œuvre L'archipel des goulags, paru en 1973. Il recevra le prix Nobel de littérature. Le règne de Staline est marqué par la Grande Guerre patriotique lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'abord une position ambiguë face à Hitler, avec lequel il passe un pacte secret de non-agression, le pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939. Pourtant, la Wehrmacht déclenche l'opération Barbarossa le 22 juin 1941. Hitler ne met ses pas dans ceux de Napoléon, il subira le même sort. La Russie sera saignée à blanc, mais triomphera. Elle brisera l'armée allemande à Stalingrad et prendra Berlin. Staline saura mobiliser toutes les ressources de l'Empire pour obtenir cette victoire. Il en garde aujourd'hui un grand prestige auprès des Russes,
malgré les 15 à 20 millions de morts pendant les 30 ans de sa sanglante dictature. À Yalta en 1944, la Russie et les États-Unis se partagent le monde. Ce traité organise le monde en deux blocs bien distincts. La Russie met la main sur toute l'Europe de l'Est et centrale, à travers des partis communistes inféodés. L'Empire soviétique atteint son expansion maximum. La guerre froide commence entre les deux superpuissances. Le rideau de fer tombe et sépare l'Europe. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la fin de ce conflit, le règne de Vladimir Poutine et l'invasion de l'Ukraine. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Sur mon site Internet, vous retrouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez également l'ensemble de mes vidéos qui décrivent l'ensemble de la méthodologie de la démocratie implicative. Je vous remercie et à bientôt.